Donc bienvenue à toutes et tous. Il y aura certainement des personnes qui vont nous rejoindre au fil de l'eau, mais on va les accueillir progressivement. Donc merci beaucoup de votre présence. Donc l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter la nouvelle version de Mad Max. Il ne devrait pas durer beaucoup plus que 30 à 40 minutes, sachant que la démonstration en elle-même durera plutôt une grosse vingtaine de minutes. Et ensuite, je serai ouvert à vos questions. Euh, Peut-être avant de démarrer, quelques questions. D'abord, qui parmi vous alors en premier lieu, peut-être on peut se présenter rapidement. Donc moi je suis Youssef Raoui, je suis le fondateur et le dirigeant de la société. Et on peut peut-être rapidement se présenter dans le chat, peut-être juste la profession et puis le lieu. On a eu plusieurs fois, c'est le troisième webinaire. Et on a souvent eu des enseignants qui étaient à l'étranger, c'est toujours sympathique à lire. Voilà, dans le Finistère, ok, 3. Voilà. Qu'est-ce que c'est CPC? Vous pouvez répondre dans le chat, hein. Ah, ok, très bien. Voilà, tout le monde est en France, personne à l'étranger. Lycée Pro Bordeaux, ambassadrice eTwinning. Ah bah bonne nouvelle pour vous Anne-Laure, on vient de signer un partenariat avec eTwinning France, donc vous pourrez utiliser Mad Max gratuitement dans le cadre de vos projets eTwinning. Et on a la Bretagne qui est représentée, Bordeaux, Neuchâteau, très bien, dans les Vosges, Auvers-sur-Oise, très bien. Bah écoutez, allons-y. Et qui parmi vous connaît Mad Max aussi ou ne connaît pas, par curiosité aussi? Ensuite, je démarrerai. Bon, en général, la plupart des présents au webinaire connaissent déjà au moins deux noms, mais souvent certains ont testé ou ont eu des projets. D'accord, très bien. Je connais déjà. Projet de lecture, écriture de Max. Bonjour, professeur de collège de Paris. Ah, d'accord. Par curiosité, comme je suis parisien, quel arrondissement, Olivier? Le collège, je veux dire. Ah, ok, 17e. Très bien. Bah écoutez, on va démarrer. Donc, Mad Max n'a pas changé dans le sens où ça reste un logiciel qui va permettre de créer de façon collaborative des magazines qui peuvent être PDF, web ou papier. En revanche, on a refait le logiciel de zéro, donc on est vraiment parti de la feuille blanche. On a essayé d'intégrer d'une part les retours que nous ont fait nos utilisateurs, d'autre part notre ambition, notre vision pour le logiciel. Donc aujourd'hui, quelle est la situation du logiciel? Ce que je vais vous montrer, il n'est pas encore déployé dans l'éducation. Il est déployé au niveau des entreprises qui vont l'utiliser pour créer un magazine interne pour informer les salariés. Donc ça, c'est depuis 2 ans. En revanche, on le lance à la rentrée, donc en septembre, le 1er septembre, dans le domaine de l'éducation. On a plusieurs choses qu'on doit faire pour cela, notamment un système de collaboration qui n'utilise pas les emails, notamment le traduire, aujourd'hui il est uniquement en anglais, le traduire en français, et deux ou trois autres éléments qu'on doit préparer. Donc on est en route, mais voilà. Donc maintenant je vais partager mon écran. Hop, hop. Donc voilà, donc comme je vous disais, c'est en anglais pour le moment, mais ce sera en français à la rentrée. Donc quand on se connecte, on voit les magazines en cours, donc les brouillons, et les magazines publiés. Rien de nouveau. On va créer un magazine ensemble. Ici, on va avoir le choix comme... donc je vais appeler la version actuelle V1 et la nouvelle version, celle dont je vous fais la démonstration, V2, juste par souci de clarté. Et on peut partir d'un template, c'est-à-dire des maquettes vierges, qui peuvent être de tout format. On a ajouté des filtres, soit A4, soit US Letter, etc. Donc on pourra gérer des maquettes carrées, etc. Ou on peut partir d'un ancien numéro, c'est-à-dire de magazine publié, ce qui permet de récupérer le contenu. Donc là, je vais partir d'un template et de cette maquette-là. Je vais l'appeler webinaire et ensuite je vais mettre la date du jour, donc 2024, pardon, 6-19.
Jusqu'à présent, rien de nouveau. Ensuite, on va choisir. Donc, qu'est-ce que c'est une maquette? C'est un ensemble de pages déjà designées. Donc, typiquement, à la rentrée, on en proposera, on en a déjà, mais une bonne douzaine et on en ajoutera à peu près une par mois. Et il y en aura de tous les usages de rapports de stage, de livres blancs, de journal scolaire, de CV. L'idée, c'est que tout le monde, enseignant, élève, puisse utiliser le logiciel pour le besoin et qui trouve leurs besoins et qui trouve la maquette qui est appropriée. Ici, on va trouver la liste de toutes les pages représentées graphiquement de la maquette et je choisis celle que je veux. Donc, premier élément que vous remarquerez, on a fait un gros effort sur l'esthétique, les possibilités graphiques des maquettes. Typiquement, aujourd'hui, maintenant, on gère des pages, des doubles pages. Donc, vous allez avoir des images à cheval sur 2 pages, des images toujours à cheval mais qui se chevauchent. On va avoir de l'écriture verticale. On pourra avoir des formes, des formes arrondies, etc. L'idée, c'est d'avoir des maquettes plus belles. Alors, ça peut paraître superficiel, mais notre expérience et ce que nous ont dit beaucoup d'enseignants, c'est que y a une fierté des élèves de voir le produit final, la beauté, la réussite du produit final. Et du coup, c'est aussi une source de motivation de se dire, puisque on construit, la page se construit au fil du contenu qui est inséré, de continuer d'aller au bout. Donc, je vais prendre quelques pages. Et aussi, ce qu'on a introduit comme nouveauté aussi, c'est ce qu'on a appelé des palettes. Typiquement, je vais prendre. Donc, c'est-à-dire qu'une page, maintenant, on peut la décliner suivant différentes couleurs. Alors que dans la V1, on aurait eu 4 pages, une rouge, une mauve, une bleu ciel et une verte. Donc, je vais prendre une couverture, un édito, ça, ça j'ai déjà pris, une double page et ça. Donc ensuite, théâtre des opérations. Vous allez avoir sur la gauche ce qu'on appelle dans le jargon de la presse le chemin de fer, qui est la liste, la représentation graphique de la liste des pages dans l'ordre de lecture, et au centre, bien sûr, la page. Donc vous choisissez la page que vous voulez. Ensuite, en haut et sur le côté, enfin surtout en haut, vous avez différents contrôles, j'y reviendrai. Vous choisissez la page que vous voulez éditer. Typiquement, je vais prendre celle-ci. Et cette page-là est éditable de 3 façons. On peut changer l'image, on peut changer le texte, et chose qu'on a introduite, on peut aussi changer, on peut mettre des maquettes avec des bibliothèques de pictogrammes, c'est-à-dire typiquement, vous voyez qu'ici c'est des images préchargées. C'est souvent assez utile pour désigner des thématiques, par exemple un magazine sur une maquette sur le sport. Alors il faut que je invite. Alors attendez, comment ça marche? J'admets, voilà. Donc une maquette sur le sport, on trouvera les symboles de tous les sports, une raquette de tennis, de ping-pong, un ballon de football, de basketball, etc. Donc ça, c'est pour les pictogrammes, on les change très simplement. On gère aussi la transparence. Typiquement, si je ne veux pas que le pictogramme se voit, je le mets à 0 et hop, il n'y a plus rien, la page est normale. Ensuite, les images. On vous renseigne, ça ne change pas par rapport à la V1, c'est-à-dire la version actuelle. Donc bienvenue à la nouvelle personne. On vous donne les dimensions pour une qualité d'impression, une dimension juste pour le web. Vous pouvez importer depuis votre appareil ou bien depuis Internet. Et chose qu'on a ajoutée, c'est qu'on va livrer les maquettes avec des images par défaut. Et bientôt, on intégrera des banques de données d'images gratuites, comme il y en a beaucoup sur Internet. Et on gère désormais une médiathèque, c'est-à-dire chaque fois que je vais vous montrer, chaque fois que j'ajouterai une image, elle se rajoutera ici, je pourrai toujours la récupérer. Et chose intéressante, quand on sera dans la collaboration, les images seront mutualisées, la médiathèque sera mutualisée. Donc là, je vais aller chercher une image, j'en avais préparé une pour le besoin de la démo. Donc je mets ça là. J'ai la possibilité de choisir le positionnement du cadre. Je peux choisir aussi le niveau de zoom. Et ce qu'on a ajouté, c'est des possibilités de rotation par rapport à un axe vertical ou horizontal. Ici, on continue de vous renseigner sur la qualité. Donc là, c'est grisé, c'est pas bleu. Ça veut dire que l'image n'est pas de bonne qualité, aussi bien pour le web que le print. On ne vous bloque pas, mais on vous l'indique. Et on peut mettre, alors chose qu'on nous avait beaucoup demandé, toutes les images désormais ont une zone de légende, donc ce qui permet de mettre des crédits, de mettre les crédits, de sourcer l'image. Ensuite, ou simplement de la commenter, et je peux mettre un lien, donc ici je vais même mettre une vidéo. Voilà, je valide. Et l'image a
pris la place. Ensuite, pour les textes, on clique et on a... Mais je vais aller sur une autre zone de texte parce qu'on a fait d'énormes améliorations sur le texte, qui était honnêtement, objectivement, une chose qui était un peu juste quand même au niveau du logiciel. Donc, ce qui est intéressant, première chose, on va gérer les colonnes. C'est-à-dire que dans la version actuelle, là où il y aurait, pour faire cette page-là, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5 zones. Ici, c'est une seule et même zone. Ça veut dire qu'on gère les colonnes. En gros, quand le texte arrive en bas d'une colonne, il se redistribue automatiquement sur l'autre colonne. Je vais vous montrer comment ça marche. Hop, je vais enlever tout ça. OK, et maintenant, je vais copier. Alors, je peux cacher le chemin de fer si je veux gagner un peu de place et de confort. Et vous voyez que le texte a basculé ici. Je colle, il bascule encore en dessous. Et il est passé au niveau de la colonne de l'autre côté. Ensuite, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais maintenant, une zone de texte peut gérer plusieurs mises en forme. Donc, vous pouvez vraiment le mettre en forme comme un document Word, un email, avec différentes tailles de police. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reste dans une logique graphique aboutie, puisque les polices, les tailles de police sont définies par le designer, le directeur artistique qui a créé la maquette. Donc, vous avez toujours quelque chose qui est esthétiquement cohérent, parce que sinon on risque toujours de se retrouver avec des choses, un mélange de polices qui n'ont pas trop de sens et le document n'a pas de cohérence. Donc là vous avez plein de polices, plein de tailles de police, mais vous avez la possibilité. Donc qu'est-ce que vous avez d'autre ensuite? Ici vous pouvez mettre en couleur la maquette, vous pouvez justifier le texte, par exemple ici si je veux le justifier, le centrer. Je peux mettre, ça c'est classique, gras, italique, barré, soulignement. Je peux créer des liens, on a changé la façon de le faire, c'est une façon plus classique pour le web. C'est-à-dire que j'ai juste à mettre le lien https google.com. Mais si je veux faire un lien interne au magazine, par exemple dans le cadre d'un sommaire, je peux juste choisir la page et le lecteur, quand il cliquera sur le lien, il sera dirigé vers la page 17. Voilà. En bas, je gère l'interlignage. Ici, ça c'est nouveau. Les exposants, les listes à puces, les listes numérotées, les caractères spéciaux, par exemple les caractères instécables, etc. On a ajouté aussi une fonction de stabilo, ce qui permet des fois de donner des petits effets graphiques sympas. Et, chose importante, on va mémoriser tous les états du texte. Donc je peux revenir en arrière comme je veux. Vous voyez que là, ce que j'ai fait, et je peux revenir dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque dans le domaine éducatif, il y a toujours des petites erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, et c'est toujours bien quand le logiciel permet de revenir sur ses pas et de corriger. Donc ça, c'est la partie texte, avec sauvegarde en temps réel. Si jamais je continue de copier mon texte, et là, il me dit « Ah, attention, tout ça, c'est de trop ». Donc soit je le supprime, soit je réduis mon texte, soit je joue sur l'interlignage qui est plus serré, etc. Mais je sais clairement ce qui n'apparaît pas sur la maquette. Juste précision générale, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai juste après la démonstration. Donc ça c'est pour le texte qui se sauvegarde en temps réel. Ainsi que je l'ai dit, les pages sont déclinables en termes de couleurs. Donc typiquement si je vais sur cette page-là, j'ai les palettes et tout d'un coup les éléments sont bleus. J'en ai parlé, j'ai des pictos que je peux changer ici et je peux le remplacer. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est la base. Ensuite, je peux avoir une vue plus générale du chemin de fer, comme ça existe aujourd'hui. Et vous voyez déjà là, il y a un petit pépin, il y a un point d'exclamation. En fait, pourquoi? C'est que comme je gère les doubles pages, elles doivent être en vis-à-vis. Or là c'est pas le cas, donc je dois déplacer mes pages pour que j'ai plus ce pépin. Je fais pas n'importe quoi. Voilà, je pense qu'il me manque une page simple en fait. Alors je vais rajouter une page, hop, bon pas une page de couverture, ça. Alors elle s'est mise où? Elle s'est mise là. Voilà, je commence à être pas mal. Ça me rappelle un jeu auquel je jouais quand il fallait déplacer les trucs. Et ça va là. Voilà, donc on déplace comme vous l'avez vu en glissant, déposant, un peu laborieusement. Ensuite, je peux aussi utiliser les flèches. Nouveauté, je peux dupliquer une page. Donc ça, on verra, c'est très intéressant, notamment dans le cadre de la collaboration, puisque en tant qu'enseignant, si je veux
affecter la même page à plusieurs élèves, au lieu de je la clone, là je clique ici, et hop, elle est clonée. Si je veux plus la cloner, je la supprime, et nouveauté, il y a une corbeille. Donc on avait souvent des pépins où les gens font des erreurs. On va dans la corbeille, elle est là, je veux la récupérer, hop, la corbeille est vide et la page est revenue. À tout moment, j'ai mon aperçu qui peut être web, PDF ou papier. Autre fonction qu'on a introduite qui est vraiment intéressante dans le cadre de la collaboration, et notamment sur les gros projets, notamment je pense à vous qui êtes dans l'eTwinning, ou des gros projets où vous avez plusieurs établissements scolaires, plusieurs classes avec plusieurs enseignants. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, donc on peut nommer les pages. Par exemple, on va dire ça c'est les pages pour l'Espagne, ces deux pages-là c'est ES, Espagne. Ces pages-là, ça va être FR pour la France, et celle-là aussi. Donc ça c'est intéressant, c'est juste un petit tout, c'est pas obligatoire du tout, mais ça permet de s'organiser en termes de création. Ensuite, on va passer sur un autre élément majeur sur lequel on a complètement changé les choses, la collaboration. Donc par défaut, le magazine est privé, je l'active, un privatif. Et ensuite, j'ai une personne qui arrive. Hop, bonjour Emmanuel. Ensuite, là, dans la collaboration, comment ça marche? Alors d'abord, les rôles n'ont pas changé. On a revu les noms, mais les rôles n'ont pas changé. Vous avez le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint et le rédacteur. Le rédacteur en chef, c'est celui qui commence le magazine et son pouvoir distinctif, c'est qu'il est le seul à pouvoir publier et dépublier le magazine. Donc c'est, comme on dit dans le cinéma, il a le final cut. Le rédacteur en chef adjoint, il a la possibilité, lui, d'avoir une équipe. C'est-à-dire qu'il peut écrire, mais il peut aussi inviter des personnes. Donc si je prends mon cas de projet eTwinning, je suis le leader du projet dans un collège parisien, mais j'ai des collègues dans un collège en Espagne, un autre en Turquie. Eh bien, les adjoints et rédacteurs en chef adjoints vont être ces collègues-là, et les rédacteurs simples, qui sont entre guillemets en bout de chaîne, vont être les élèves. Donc, et eux, ils peuvent juste écrire. Enfin, écrire, mettre leur contenu. Ensuite, en tant que rédacteur en chef, j'ai différents pouvoirs que je peux déléguer. Certains de mes pouvoirs, je peux déléguer à mes contributeurs. J'y reviendrai. Mais comment ça marche? Je vais inviter, par exemple, Dark Vador. Donc, soit il existe déjà, si on l'a déjà créé, il est mémorisé et je n'ai pas besoin de le créer et je le mémorise. Sinon, je vais en créer un nouveau. Donc, je vais ajouter Dark Vador. Il est rédacteur. Et en fait, là où on a changé les choses, c'est que désormais, on assigne les pages. C'est-à-dire quand je décide que, tiens, Dark Vador, tu vas travailler sur ces 3 pages-là. Ensuite, je vais inviter Luc. Lui, il est rédacteur en chef adjoint. Et je vais lui affecter ces pages-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la liste de toutes les pages que j'ai ajoutées au début, Dark Vador va travailler sur celles que je viens d'affecter et Luc les siennes. Maintenant, quelle marge de manœuvre ils ont? Par défaut, ils voient le chemin de fer. Donc je vais me positionner en tant que ici. Oups. Confirme. Alors il m'a délogué, donc je vais me reconnecter. Voilà, là je suis en tant que Luc. Ah oui, on a ajouté un système de notification. Ce truc m'énerve de mot de passe. On a ajouté un système de notification qui permet d'alerter sur tous les événements qui se passent au niveau d'un magazine. Donc vous voyez que Luc, il voit toutes les pages, mais il ne peut pas les modifier. Il voit les cadenas, il voit qui travaille dessus, il voit le rôle, writer, ou chief redactor, c'est moi, ou Dark Vador, etc. Mais mes pages, à moi, elles sont en couleur, ça veut dire que je peux travailler dessus. Et si je vais du côté de Dark Vador, ah oui, alors lui, évidemment, c'est le côté obscur, donc je demande un mot de passe. Et je suis ici. Voilà, il a reçu des notifications aussi. Il va, et même chose, lui, il voit le chemin de fer. Maintenant, je reviens en tant que rédacteur en chef. Donc j'étais sur Chrome. Et là, c'est pourquoi qui peut voir le chemin de fer. J'ai 3 niveaux d'options. Donc là, tout le monde, moi, mes adjoints et les rédacteurs. Mais je peux très bien faire en sorte que seuls mes adjoints et moi voyons. Par exemple, typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le faire. Quand je me collecte en tant que, ici, je suis quoi? Je suis Dark Vador. Tout d'un coup, mon chemin de fer, je vois plus rien. Je vois plus que mes pages. Parce que je suis simple rédacteur. En revanche, si je me mets à la place de ça ne change rien pour moi, Luke Skywalker, parce que je suis rédacteur adjoint et que j'en ai le droit. Mais si j'avais
dit, bah tiens, non, juste moi, plus personne ne verrait le chemin de fer. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on nous a souvent demandé. Il y a des cas de figure où la collaboration, on a envie que tout le monde voit les pages de tout le monde pour pouvoir voir comment ça progresse, s'organiser. Et dans d'autres cas, c'est comme des espèces de devoirs ou d'exercices. Et chacun est, j'ai envie de dire, siloté et isolé et crée ses pages. Ensuite, deuxième option de la collaboration, la manipulation du chemin de fer. C'est-à-dire que par défaut, moi j'ai créé une liste de, je ne sais plus combien, une vingtaine de pages, je les ai affectées aux gens et ils peuvent rien faire d'autre que écrire dans ces pages. Mais je peux avoir envie que mes adjoints, eux, puissent ajouter et supprimer des pages. Typiquement dans le cas des projets où il y a plusieurs enseignants, on a envie de laisser la liberté aux autres enseignants de dire bah tiens moi je vais ajouter telle page pour tel élève, etc. Et dans ce cas-là j'ai juste donc si je retourne dans la position, c'est Luke Skywalker qui était l'adjoint et vous voyez qu'il l'option de plus il l'a pas. Il ne peut pas ajouter de page, il ne peut pas en supprimer, il ne peut pas déplacer, il ne peut rien faire, il peut juste écrire, mais il peut aussi inviter des gens s'il veut. Donc maintenant je vais lui donner la possibilité de changer les pages et tout d'un coup vous voyez que la notion de plus, ah bah tiens ça c'est cool, je vais inviter ça, ça. Je peux ajouter plein de pages. J'ai accès à la maquette en fait. Et donc il va se dire tiens je vais ajouter cette page là et il peut toujours inviter des gens. Dernière option, ce qu'on appelle la collaboration multilatérale, c'est-à-dire que aujourd'hui, enfin par défaut, la collaboration elle est pyramidale, c'est-à-dire que du rédacteur en chef vers l'adjoint et de l'adjoint vers le rédacteur et ensuite le rédacteur qui remonte vers l'adjoint et l'adjoint il remonte vers le rédacteur en chef. Mais je peux avoir envie, je peux tout à fait faire en sorte que n'importe qui affecte des pages à n'importe qui. C'est-à-dire que tout d'un coup ça devient complètement multilatéral. Donc je vais cocher ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, moi je suis Luke Skywalker, je peux affecter mes pages à n'importe qui, c'est-à-dire au rédacteur en chef, donc moi, mais à Dark Vador ou à toute autre personne. Ça peut être intéressant dans certains cas, par exemple, un groupe d'élèves commence à travailler sur une page, quand ils ont fini, ils vont le passer à un autre groupe d'élèves, ou enfin ce genre de choses. Et donc ça laisse, c'est un degré d'autonomie supplémentaire laissé à la coloration. Mais bien sûr, tout ça est complètement sous le contrôle du rédacteur en chef, en l'occurrence moi, et je peux très bien dire non, mais les rédacteurs non, mais les rédacteurs adjoints oui, c'est des profs, etc., etc. On s'est organisé. Donc voilà comment ça marche. Je retrouve ma liste de mes contributeurs en dessous. Donc je peux à tout moment leur ajouter une page et leur affecter. J'ai le statut, je peux changer leur statut. Une chose aussi intéressante, si moi, en tant que leader du projet, je ne suis pas là, je suis absent, etc., je peux déléguer mon rôle de rédacteur en chef à quelqu'un d'autre. Et donc il se retrouve avec les mêmes prérogatives, mais il peut y avoir qu'un seul rédacteur en chef, c'est-à-dire que s'il l'est, je ne le suis plus. Quand on a fini cela, ben on va publier le magazine. Je réfléchis si... Oui, là. Et donc là, je vais parler des notifications. Donc je clique sur publier. Et donc là, progressivement, ça va se publier. Oui, point important qu'on a ajouté, il n'est plus nécessaire d'avoir un multiple de 4 pour publier. C'est une contrainte d'impression qui est technique, qui n'est pas liée à nous. Mais là, désormais, vous pouvez publier avec quel que soit le nombre de pages. Simplement, si ce n'est pas un multiple de 4, vous ne pourrez pas imprimer. Le magazine, je l'ai au format web. Je peux l'ouvrir. Et donc là, vous voyez les pages telles qu'on les a créées. Ici, il m'indique qu'il y a une interaction, donc je clique. Effectivement, ce jour et de j'ai la vidéo. De j'ai une nouveauté, on peut télécharger le PDF du magazine, les lecteurs peuvent faire ça. Quand il y a un petit 1, ça veut dire qu'il y a une interaction. Si on avait eu plusieurs, bah, on en aurait vu plus. D'ailleurs, peut-être mon lien, bah voilà, il me dit un 1 et en fait, c'est le lien ici. Je crois que j'avais fait un lien interne, donc il me renvoie vers la page. Voilà. Et ici, j'ai accès au sommaire sur le côté, si je veux me rendre sur cette page-là. Ensuite, vous avez un code iframe, enfin c'est du jargon, mais ça permet de l'embarquer par exemple sur la page de l'établissement scolaire comme une vidéo YouTube. Et bon, ça, on vous donne des statistiques de premier niveau, c'est-à-dire le nombre de vues. Et après, mais ça c'est plutôt une fonction qui, qui plaît aux entreprises. Si on veut avoir des statistiques plus poussées, comme le nombre de lecteurs, les pages les plus populaires, etc. Mais généralement, c'est pas une provocation. Et ici, je peux télécharger les PDF, basse définition, haute définition. Pour le diffuser ou imprimer. Donc voilà en substance la démonstration. Je coupe le partage d'écran
Qu'est-ce que vous en pensez comme ça à chaud? Je suis très curieux de votre ressenti et je suis à l'écoute de vos questions. Vous pouvez utiliser le chat pour réagir.